Merci d'être ici pour ce webinaire dédié aux liens capitalistiques et leur utilisation dans une logique de prospection grand compte. Du coup, on va démarrer. Le webinaire va durer à peu près 20-25 minutes de présentation. Donc, ça nous laisse pas mal de temps pour les questions après. Donc, n'hésitez pas à en poser. Vous avez un petit menu en bas à droite qui s'appelle questions. Vous pouvez le faire au fur et à mesure de la présentation et on reviendra dessus à la fin de la présentation. Avant du coup d'entamer le vif du sujet, je vais commencer par une petite présentation d'Hélisphère pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Hélisphère, qui sommes-nous? Donc nous sommes une société d'information qui faisons ça depuis pas mal d'années, hein, puisqu'on a été créé il y a à peu près une centaine d'années. Donc par société d'information, donc on agrège une immense base de données sur toutes les entreprises françaises, mais pas que, puisque vous voyez hein, qu'on couvre aussi d'autres, à peu près presque le monde entier à travers un réseau de partenaires. Donc on agrège de la donnée issue des sources publiques, des sources privées, de partenariats, mais et surtout on a 300 collaborateurs qui nous permettent de corriger, maintenir et obtenir des nouvelles informations sur ces entreprises. Donc à partir de cette base de données, on vise 3 grands métiers. Premier métier un petit peu historique, la gestion des risques, hein, donc les directions financières qui vont nous utiliser dans le cadre de leur politique de gestion de risque, hein, qui s'appelle du credit management, ou aussi, et de plus en plus dans le cadre de la conformité, puisqu'on va livrer toutes les informations pour respecter les grandes réglementations que sont KYC, KYS, Sapin 2, AML, etc., etc. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le troisième métier, le métier qu'on va appeler data marketing. Donc toute l'information qu'on va mettre à disposition de nos clients et des professionnels du commerce et du marketing pour leurs objectifs, leurs enjeux de prospection, de connaissance client et de plus en plus, enfin en tout cas de manière très, très corrélée, de leur gestion de données, donc à travers soit l'alimentation de CRM, l'alimentation de systèmes d'information type DMP ou même tout type de base de données. Donc, ce qui me conduit à me présenter, puisque je ne l'ai pas encore fait jusqu'ici, donc je suis Romain Boldy et donc je travaillais au sein d'Hélisphère, au sein de la data marketing, enfin de cette direction dédiée, en tant que responsable de l'offre. Et donc je suis accompagné de Jean-Daniel, qui je vais laisser se présenter. Je suis directeur de ce département Data Marketing Service, membre du comité de direction d'Hélisphère. Alors, donc on va démarrer le webinaire. Donc, comme je le disais, il va durer à peu près 20-25 minutes. On va donc vous présenter la notion de lien et surtout comment l'utiliser pour une approche grand compte. Donc, le webinaire aura 3 grandes parties. Une première partie un petit peu, je dirais théorique, pas théorique, mais en tout cas pour essayer de vraiment comprendre ce qu'on entend par un lien capitalistique, hein, quels sont justement les différents types de relations entre entreprises, et pas que, hein, puisqu'on le verra aussi dans une deuxième partie, qu'il n'y a pas que les entreprises qui peuvent être propriétaires et actionnaires. Donc ça sera la deuxième partie. Et enfin, donc la partie qui sera plus orientée business sur la présentation d'une méthodologie en 4 points pour adresser les grands comptes. Ce que nous préconisons à chaque fois qu'on va vouloir mettre en place une stratégie commerciale grand compte, comment et quoi faire grâce aux liens capitalistiques et aussi grâce à d'autres données, comme nous le verrons en guise de conclusion. Donc je vais laisser la parole à Jean-Daniel qui va nous présenter la notion de lien. Bonjour à tous. Alors oui, en effet, Romain, merci pour ton introduction. Tout d'abord, les liens capitalistiques, en effet, regroupent les données relatives aux relations entre des entreprises, entre une entreprise et une personne physique, entre une entreprise et d'autres types de structures qu'on verra tout à l'heure, liées par leur capital. Et ça, c'est un point fondamental. C'est cette relation qui relie donc ces deux entités liées par leur capital. En d'autres termes, qui me détient et qui je détiens. Alors ça, c'est très important parce que ça permet de mieux cerner le pouvoir
que peut avoir des entreprises entre elles, leur zone d'influence, et ça, c'est un point fondamental. Alors, quelques chiffres, tout d'abord. En France, nous avons environ 12 millions, un peu plus de 12 millions d'entreprises, mais uniquement un tiers de ces entreprises ont un capital social. Et sur ce tiers restant, finalement, le cœur business des entreprises qui intéressent nos clients et qui finalement font la majorité du business en France, euh, couvre à environ plus de 2 millions d'entreprises. Hein, et donc Elisphère suit plus de 2,4 millions d'entreprises pour lesquelles il y a au moins un actionnaire, qui nous permet d'avoir dans notre base plus de 3,9 millions de liens capitalistiques. Alors, un point important déjà, c'est qu'il n'existe pas de base open data sur les liens capitalistiques. C'est une base qui est privée et qui est alimentée par les collaborateurs d'Elisphère qui, jour après jour, vont pouvoir récupérer l'information sur les liens capitalistiques des entreprises en France via des documents officiels, via donc soit des actes et statuts, que ça soit via les informations au niveau de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, que ça soit par la lecture des rapports de gestion des entreprises. Bref, la base des liens financiers, c'est une base quérable où on va aller devoir récupérer l'information pour pouvoir la saisir et alimenter cette source d'information. Et donc, c'est ce que font plus d'une trentaine de personnes chez Elisphère qui vont donc alimenter, et cela depuis des années, notre base au quotidien pour pouvoir avoir la meilleure fraîcheur d'information pour nos clients. C'est un point aussi important. Personne ne peut prétendre avoir l'exhaustivité des liens capitalistiques sur les entreprises du fait justement de cette façon de collecter l'information. Alors, une fois que nous avons saisi finalement les actionnaires pour les entreprises, qui nous permet donc, à partir de ce moment-là, de pouvoir identifier aussi quelles sont les participations que je détiens, moi par exemple, entreprise, ou moi personne physique. Mais ce qui est important derrière, c'est que grâce à cette information, on va pouvoir, et cela toutes les nuits, consolider l'ensemble de ces chemins possibles entre deux entités. Donc, on va consolider l'ensemble des chemins, que ce soit des liens directs ou des liens indirects. On va consolider l'ensemble de ces chemins pour pouvoir déterminer et calculer différentes notions. On va calculer des notions de pourcentage de détention réelle, mais on va également, et ça c'est très intéressant pour la constitution des groupes, calculer les pourcentages de contrôle de droit. Qui je contrôle à plus de 50%. Alors, ce qui est assez important, hein, c'est que si je suis dans une société A qui détient 60% d'une société B, alors je suis majoritaire. Et donc, à partir du moment où je détiens plus de 50%, je suis majoritaire et j'ai le pouvoir de décision et de contrôle sur cette entreprise. Mais si cette entreprise B détient cette fois-ci 60% également sur une entreprise C, donc B est majoritaire sur l'entreprise C, et donc a le contrôle sur l'entreprise C, l'entreprise A, elle, en pourcentage de détention réelle, va détenir uniquement 36% de l'entreprise C. D'accord? Donc finalement 0,6 fois 0,6, donc 36% de l'entreprise C. Et donc, en termes de pourcentage de détention réelle, je ne détiens pas plus de 50% de l'entreprise. Et pourtant, étant donné que moi, A, j'ai plus de 50% de détention sur B, je contrôle B, et que B, ayant plus de 50% de détention sur C, contrôle C, quand je fais mon calcul de pourcentage de contrôle de droit, ça va me permettre de déterminer que, en fait, A, en effet, contrôle C à hauteur de 60% en termes de pourcentage de contrôle de droit. Et ça, c'est fondamental parce que finalement, c'est bien la réalité du terrain. C'est bien lorsque A détermine sa politique à la fois
sa stratégie et donne ses directives à B, automatiquement, B est obligé de l'appliquer à ses filiales. Hein. Alors, on parle de filiales à partir du moment où je détiens plus de 50%, donc va pouvoir appliquer également cette stratégie à ses filiales. Et donc, en réalité, A contrôle bien l'entreprise C. Alors, ce qui est très intéressant également, c'est qu'on va, grâce à toutes ces informations-là, déterminer les différents groupes. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'un groupe de sociétés, c'est bien une entité économique formée par un ensemble de sociétés contrôlées par une même société. Et grâce à l'ensemble de ces liens dits groupes, hein, donc les liens directs et indirects qu'on va combiner, on va permettre de déterminer les différents groupes en France. En France, les grands chiffres, hein, il y a plus de 140 000 groupes qui existent en France et qui permettent donc de pouvoir, qui font finalement l'économie française aujourd'hui. Ok, alors du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle un petit peu dans le langage courant d'entreprise, mais globalement, enfin même beaucoup d'entités peuvent être actionnaires. C'est ce qu'on va voir du coup sur le slide d'après. Et que oui, on parle d'entreprise, mais il n'y a pas que des entreprises qui peuvent être actionnaires. Exactement. Alors, outre des personnes physiques, voilà, qui est une grande majorité hein, pour certaines entreprises, typologie d'entreprises qui détiennent les entreprises, nous avons d'autres types d'actionnaires. Et si on regarde la base Hélisphère, hein, la majorité forcément des actionnaires sont des entreprises elles-mêmes françaises, mais pas que. Nous avons également des entreprises étrangères, des groupes familiaux, des fonds, des indivisions, des associations et fondations, des États, des cadres et salariés, des organismes publics, et puis d'autres types plus anecdotiques de typologie d'entreprise. Alors, on voit bien là que finalement, il n'y a qu'une entreprise ayant un capital qui peut être détenu, qui a des liens capitalistiques, mais finalement, n'importe qui peut détenir une entreprise. Hein, et on voit bien là la myriade de typologies d'entreprises ou de structures qui peuvent détenir une entreprise. Alors là, si on fait maintenant un focus sur l'État, parce que c'est assez intéressant de voir, si on prend un peu de hauteur, et de se poser la question, finalement, on parle d'État, alors où nous avons énormément de différents États qui détiennent des entreprises en France. Alors, bien entendu, le plus important, c'est l'État français, mais pas que. Alors, on a bien sûr l'État du Qatar, qui est souvent pris comme exemple, mais pas que également. Nous avons l'État norvégien, qui investit énormément également en France. Mais si nous prenons là l'État français, et si nous regardons l'influence capitalistique de l'État français en France, alors vous avez là sur cette data vise que nous avons fait, une data vise qui représente l'ensemble des participations de l'État français dans les entreprises en France, avec les relations des entreprises entre elles de façon macro. Quelques chiffres. La France détient plus de 44 000 participations sur les entreprises françaises, qui concernent plus de 2,5 millions de salariés, avec quelques bras armés pour l'investissement, hein, que ce soit l'Agence de participation de l'État, le CNRS ou la Caisse des dépôts et consignations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant quelles sont les entreprises contrôlées par l'État français. Alors là, vous voyez, la data vise a changé et s'est concentrée cette fois-ci non plus sur l'ensemble des participations de l'État français en France, mais cette fois-ci sur les filiales de l'État français, donc les entreprises qui sont contrôlées à plus de 50% par l'État français. Donc sur les 44 000 participations, nous avons l'État contrôle 4 346 filiales en France. Nous avons par exemple, au niveau de l'agence de participation de l'État, la société et le groupe EDF, hein, qui est un groupe
à lui seul, hein, et on voit bien toute la ramification derrière ce groupe EDF. Mais nous avons également Dalkia, mais vous avez aussi au niveau de la Caisse des dépôts et des consignations, la Poste ou BPI France. Voici quelques exemples de groupes qui sont finalement contrôlés par l'État français. Alors, la France détient énormément de participation en France, mais elle a également une action à l'international. Et ça, c'est intéressant parce que l'État français détient plus de 18 000 participations à l'étranger et contrôle plus de 1500 entreprises directement ou indirectement. Alors, quels sont le top 3 des pays dans lesquels la France a investi et détient le plus de participation? Eh bien, le numéro 1, c'est l'Angleterre, avec plus de 1998 participations en Angleterre. Prenons un exemple, hein. Par exemple, Shell Energy Limited est une entreprise dont un de ses actionnaires est l'État français. Certes pas majoritaire, mais dans laquelle la France a une participation. Et 159 qui sont là contrôlés par l'État français. Et si je reprends un exemple en Angleterre, hein, Nottingham Trams Limited est une entreprise qui est contrôlée par l'État français. Le deuxième pays, c'est les États-Unis, et là également, par exemple, en termes de participation, Westfield Development, ou en termes de contrôle d'entreprises contrôlées par l'État français, Kansas City Shuttle, qui est également une entreprise qui est contrôlée par l'État français. Nous voyons bien là l'influence finalement de l'État français qui va au-delà de son territoire, du territoire français. Donc là, on voit déjà bien à travers l'État et les petites data viz qu'on a vues tout à l'heure, justement le niveau de complexité que peut revêtir un groupe d'entreprises ou quel qu'il soit. Donc maintenant, et puisqu'il va vraiment être le cœur justement du thème de notre webinaire, c'est comment utiliser ces liens capitalistiques dans une démarche commerciale. Comment faire en sorte de s'organiser pour pouvoir attaquer des grands comptes, puisque les grands comptes vont être à 99% des groupes d'entreprises, hein, comme le décrivait Jean-Daniel tout à l'heure. Et surtout, la question, c'est savoir à peu près où taper. Donc nous, dans le cadre d'une démarche de prospection. Donc on va vous présenter du coup une méthode en fait en 4 points. Comment on utilise les données de lien pour justement adapter sa stratégie commerciale dans le cadre d'une prospection, mais également dans le cadre de sa connaissance client, et peut-être justement d'adresse, d'email ou de campagne à organiser auprès de ses clients. Et pour cela, donc, on va utiliser un vrai use case, hein, on va utiliser un vrai groupe pour que c'est plus de corps. En l'occurrence, comme vous le voyez là sur les slides, c'est le groupe Bouygues. Alors maintenant, en effet, comment adapter sa stratégie commerciale face au groupe Bouygues? Le groupe Bouygues est intéressant parce qu'en effet, c'est une structure organisée en plusieurs pôles d'activité qui sont bien distincts. Le groupe Bouygues, pardon, c'est le BTP avec Colas. Ça va être également la partie média avec TF1. Ça va être la partie immobilier avec Bouygues Immobilier. Mais ça va être complètement différent. La partie télécom avec Bouygues Télécom. Et puis également la partie Bouygues Construction. Mais ça va être aussi des participations dans Alstom. Et là, on voit bien qu'il y a finalement énormément d'activités différentes qui sont présentes dans ce groupe Bouygues. Donc, il est important déjà de savoir quel est le sous-groupe qui m'intéresse et qui est appétant à mes produits. Donc, il est important de bien déterminer cette activité et la bonne tête de groupe. Deuxième étape, on va mesurer le pouvoir réel de chaque entreprise sur ses participations pour identifier le véritable décideur. Et là, vous avez vu la data vise. Si je reviens juste le slide précédent où on avait l'ensemble des participations du groupe Bouygues, hein. J'ai oublié de donner les chiffres, hein, mais vous les avez sur les slides. Plus de 1800 entreprises qui sont
dans lequel Bouygues a une participation qui correspond à plus de 80 000 salariés qui sont concernés par ces 1800 participations. Donc là, on a la DataVis qui nous donne l'information sur ces 1800 entreprises. Et là, maintenant, nous allons nous concentrer sur les entreprises contrôlées par Bouygues. Hein. Et ça, c'est important. Par exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'Alstom. C'est une participation, Bouygues a une participation dans le groupe Alstom hein, à hauteur de 0,16%. Alors, c'est tellement faible qu'en effet, le pouvoir de décision, il n'est pas au niveau de Bouygues. Nous sommes d'accord pour Alstom. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant maintenant de se focuser sur les entreprises contrôlées par Bouygues pour vraiment identifier le véritable décideur, celui qui va donc donner les directives et qui va donner finalement sa politique commerciale, politique d'achat, ainsi de suite. Et là, si on fait ce zoom maintenant sur les entreprises contrôlées par Bouygues, nous avons maintenant plus que 684, alors c'est déjà énorme, hein, mais 684 entreprises qui sont contrôlées par Bouygues, par la tête de groupe ultime, c'est la terminologie, hein, la tête de groupe ultime, qui est Bouygues. Donc, il est important d'identifier ce véritable décideur. Et tout cela pour pouvoir après avoir une démarche commerciale qui soit efficace. En effet, une fois que j'ai identifié le véritable décideur et donc la tête de groupe que je veux attaquer au sein du grand groupe Bouygues, je vais pouvoir, à partir de ce moment-là, mesurer ma pénétration au sein d'un groupe. Alors là, par exemple, prenons le cas le groupe qui m'intéresse, le sous-groupe au sein du groupe Bouygues hein, qui m'intéresse, c'est le groupe Bouygues Construction. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est d'identifier finalement quelles sont les têtes de groupe pour chacun de mes clients dans ma base de clients. Et là, par exemple, en l'occurrence, j'ai 3 clients qui appartiennent au groupe Bouygues Construction. Hein, j'ai Bouygues Construction Centrale Europe, j'ai Challenger Investissement et Bouygues Construction Haïti Maroc, qui sont 3 sociétés qui sont clientes de mes produits. Et ça, c'est important déjà de pouvoir identifier quelles sont les têtes de groupe de mes clients, qui va me permettre toujours dans cette partie de pouvoir vraiment mesurer ma pénétration au sein d'un groupe, d'identifier des similaires, des prospects cibles. En effet, si ces 3 entreprises sont clientes de mes produits, sont appétentes à mes produits, il n'y a pas de raison pour que les autres entreprises du groupe Bouygues Construction ne soient pas appétents également à mes produits. Et donc là, j'ai plusieurs prospects qui apparaissent, qui sont en vert dans le schéma. Et donc là, on voit bien que notre DataVis s'est adapté pour pouvoir identifier mes prospects qui sont donc potentiels et qui sont des prospects appétents sûrement à mes produits. Donc, il est intéressant de pouvoir aller les attaquer. Mais mesurer sa pénétration au sein d'un groupe va me permettre également de réorganiser ma force commerciale. Parce qu'en effet, si ces entreprises qui sont réparties dans différents territoires appartiennent au même groupe, il est intéressant et qui peuvent être affectés à des commerciaux complètement différents afin d'avoir une vraie stratégie d'attaque qui soit pertinente et où on puisse capitaliser sur les clients déjà de mes solutions. Il sera intéressant d'organiser ma force commerciale en affectant à mon Key Account Manager l'ensemble des entreprises du groupe Bouygues Construction, permettant d'avoir une approche globale et une approche cohérente, sachant qu'en plus, dans ces groupes-là, le réseau est important pour pouvoir rentrer en relation et pour faciliter finalement l'entrée en relation dans les différents groupes. Donc, ça va me permettre de réorganiser ma force commerciale. Mais ça va aussi permettre potentiellement de négocier un contrat cadre avec Bouygues Construction, là pour encore plus faciliter ma démarche de prospection auprès de ces prospects potentiels. Parce que ça va me permettre de clarifier et déjà de négocier
avec la tête de groupe un accord pertinent pour eux. Alors on voit bien l'importance là de cette troisième étape, pardon, de mesurer sa pénétration au sein d'un groupe. Mais maintenant que j'ai tous ces prospects potentiels, il est important également de prioriser ces actions. Et cela, on va donc combiner les données des liens capitalistiques avec d'autres données. Alors là, par exemple, j'ai pris le cas du niveau de risque de défaillance. Alors Elisphère, grâce à l'ensemble de sa base de données, a un calcul en temps réel, un score de défaillance. Donc c'est la probabilité que l'entreprise fasse défaut à 12 mois, qui permet donc de pouvoir identifier les entreprises en bonne santé et qui ont donc un risque faible de faire défaillance à 12 mois. Et donc, ben, par exemple, c'est souvent une des données qui permet de prioriser les actions des commerciaux de nos clients. Je vais déjà me focuser finalement ma démarche commerciale sur les entreprises qui ont un risque faible de défaillir. Je veux faire plus de business avec eux et surtout à long terme, et c'est surtout ce que veulent nos directions commerciales, hein, c'est de faire du business à long terme. Et donc ça, c'est un des moyens pour prioriser finalement mes actions commerciales. Mais je vais aussi pouvoir les prioriser avec d'autres données, hein, par exemple avec des données de géolocalisation, surtout si je souhaite effectuer des événements régionaux. Je vais pouvoir pouvoir finalement consolider l'ensemble de ces participations, de ces entreprises du groupe qui sont dans une région donnée pour pouvoir et, avoir une démarche commerciale vis-à-vis d'eux. Et donc, si on résume, hein, cette méthodologie en 4 points est très importante, hein, pour toute démarche auprès de grands comptes. Tout d'abord, de déterminer la bonne tête de groupe, savoir quelle est la tête de groupe que je souhaite attaquer, de mesurer le pouvoir réel de chaque tête de groupe sur ses participations pour identifier le véritable décideur, ce qui va me permettre de mesurer ma pénétration au sein d'un groupe, hein, de réorganiser ma force commerciale en adéquation avec le potentiel de chacun des groupes et de donner les éléments à mes commerciaux pour pouvoir prioriser leurs actions commerciales et en combinant donc les données des liens capitalistiques avec d'autres données. Là, c'est très important puisque évidemment les liens capitalistiques nous permettent de dresser une cartographie, de savoir à peu près, enfin pas à peu près, savoir vraiment vers qui s'adresser en fonction justement du sous-groupe, du pôle d'activité. Est-ce qu'on va adresser la tête ultime, est-ce qu'on va adresser les entreprises qui ont une participation ou ce qu'on n'a pas détaillé dans la présentation, c'est qu'on a surtout accentué sur le pouvoir réel à travers vraiment la notion de filiale et la détention à plus de 50%, mais il y a d'autres notions qui peuvent entrer en jeu. Par exemple, la minorité de blocage, donc ça va être des pourcentages plus élevés. Donc voilà, donc il y a plein d'autres concepts qu'on n'a pas détaillés ici, mais qu'on fera peut-être dans un autre webinaire. Mais tout ça va nous permettre de dresser la carto. Et derrière, on voit le potentiel de ce qu'on peut faire grâce aux liens capitalistiques, mais en combinant donc les liens capitalistiques avec d'autres choses. Donc on a vu le risque, on a vu la géolocalisation, mais on a eu des cas d'usage où, par exemple, et je vais laisser du coup Jean-Daniel en parler, on a utilisé les liens, mais qui nous ont permis de faire beaucoup de choses et d'aller assez loin dans des stratégies de prospection précises, sur des domaines vraiment précis. En effet, hein, quelques use cases que nous avons pu faire pour nos clients. Alors la particularité d'Elisphère, hein, c'est d'avoir une équipe, et dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont la possibilité d'accompagner, qui vont conseiller nos clients pour bien identifier quels sont leurs enjeux et de pouvoir trouver la meilleure solution en faisant des POC, hein, des proof of concept, hein, pour s'assurer qu'on est dans une bonne démarche et qu'on est pertinent. Et on va travailler en co-construction avec nos clients pour pouvoir les accompagner sur la meilleure solution que l'on va faire à façon pour eux,
pour répondre à leurs besoins. Alors, par exemple, un des use cases qu'on a eu, hein, c'est un de nos clients qui est venu nous voir et qui souhaitait prioriser sa démarche commerciale au sein de groupes dont le patrimoine foncier était important. Hein, ils vendent des produits qui nécessitent d'avoir du foncier. Et donc, nous avons pris notre base des liens capitalistiques que nous avons agrégé que nous avons consolidé avec d'autres données, de données du patrimoine français, du cadastre, pour avoir la typologie de foncier aussi qui les concernait, qui concernait ces groupes-là, et qui nous a permis de pouvoir identifier le potentiel pour chacun des groupes de notre client, de leur organisation commerciale, leur permettant de pouvoir prioriser finalement leur action commerciale vers les groupes ayant le plus grand, la plus forte, le patrimoine le plus important, pardon, foncier, et permettant de pouvoir répondre au mieux à leurs enjeux. Un autre use case, hein, c'était un de nos clients qui avait une vigilance particulière sur les groupes français et qui voulait vraiment avoir identifier des groupes indépendants. Et donc, il voulait indépendants, que ce soit vis-à-vis de l'État français ou vis-à-vis de certains autres groupes. Hein. Et donc, ça nous a permis, en malaxant finalement l'ensemble de la base des liens, de pouvoir identifier cela. Alors, toujours dans ce même domaine, hein, on a accompagné nos clients également pendant cette guerre que nous vivons actuellement en Ukraine, pour déterminer quels sont les groupes et leurs clients qui avaient des relations avec l'État russe ou l'État biélorusse. Et voilà, grâce à ces liens capitalistiques, parce que c'est rarement au premier niveau, mais c'est des fois au 10e, 15e niveau qu'on va retrouver cette relation avec l'État russe. Un autre use case qu'on a eu, c'était les groupes fondateurs. Ils souhaitaient qu'on combine finalement la base des liens capitalistiques avec les autres données qu'on a à notre disposition dans la base Hélisphère, hein, que ce soit les dirigeants et d'autres données, permettant d'identifier les groupes fondateurs, les groupes qui sont toujours détenus par leurs fondateurs ou dont leurs fondateurs sont toujours présents capitalistiquement dans ce groupe-là, tout simplement pour avoir dans leur démarche, une démarche de lobbying qu'ils souhaitaient effectuer. Ça a permis de pouvoir finalement combiner l'ensemble de ces informations pour répondre à un enjeu particulier de notre client. Et dernier use case qu'on vous présente, mais il y en a bien d'autres, c'était l'influence de certains dirigeants dans les groupes français. Parce qu'en effet, il y a certains dirigeants qui peuvent être actionnaires d'une structure et également dirigeants de la structure, mais également dirigeants d'autres structures, sans pour autant avoir de lien capitalistique, de lien de détention avec l'entreprise dans laquelle ils sont dirigeants. Et donc, grâce finalement à ce que nous, on appelle les liens étroits, hein, donc les relations entre différentes structures, qui ne viennent pas par les liens capitalistiques, on va permettre de pouvoir finalement identifier des zones d'influence de certains dirigeants dans les groupes français. Voilà quelques exemples, en effet, que nous avons, mais finalement, la force d'Hélisphère, c'est de pouvoir avoir vraiment ces équipes qui vont aider, écouter notre client, pour vous écouter, pour pouvoir bien déterminer quels sont vos enjeux et de trouver la meilleure solution pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Alors, ces use cases et d'autres, donc pour les recenser, pour que vous puissiez justement les consulter, on a créé un site chez Hélisphère qui s'appelle lesdatalists.fr et qui est vraiment dédié aux problématiques data marketing. Donc dedans, vous pourrez retrouver des use cases avec les liens, mais pas que, hein, sur l'ensemble de nos solutions, que ce soit la data quality, les fichiers de prospection, les CRM. Donc voilà, ce site recense des use cases, recense des data qu'on peut utiliser, présente nos solutions. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez si ce sujet vous intéresse et d'autres. Voilà. Et du coup, je vais peut-être enchaîner avec les questions, puisqu'on a 2 questions. Et une première de la part de Vincent. Oui, Vincent Hanbock, vous recevrez tous, après la présentation, un petit mail de remerciement dans lequel vous pourrez télécharger le support.
Et je pense qu'à moyen terme, de toute façon, on stockera la vidéo du webinaire sur le site dont je viens de parler, lesdataist.fr. Et donc, on a une deuxième question de Séverine. Comment procédez-vous pour les holdings financières? Alors, c'est intéressant. En effet, on a plusieurs types. Il y a plusieurs types de holding. On a bien sûr les structures holding qui détiennent différentes sociétés. Et donc là-dessus, on va donc pouvoir identifier via les différents documents que l'on peut avoir, identifier ces structures-là. Et puis on a tous les fonds qui vont être détenus par différentes structures et gérés par différentes structures. Eh bien, c'est justement grâce à la récupération des différents documents officiels et des différents aussi des éléments qu'on va retrouver dans la presse, qu'on va pouvoir là identifier finalement le maillage et identifier vraiment quelles sont les différentes structures qui vont détenir les entreprises concernées. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, notre base et personne, aucun de nos confrères peut prétendre avoir l'exhaustivité des informations. Nous faisons, pour nos clients, aussi des prestations pour lorsque il y a une structure qui les intéresse et dont ils n'ont pas l'information ou dont Elisphère n'a pas encore l'information. On a la possibilité, on a nos collaborateurs peuvent aller faire des enquêtes, donc aller récupérer, chercher de l'information. Nous faisons énormément ces opérations-là dans notre métier de la compliance, où on va permettre d'identifier les bénéficiaires effectifs. Donc, qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif? C'est une personne une personne physique qui contrôle au moins 25% du capital ou qui détient un pouvoir important sur l'entreprise. Et donc, on va donc permettre, grâce à ces enquêtes-là, de pouvoir identifier les bénéficiaires effectifs en allant récupérer de l'information. Donc, en effet, nous avons des équipes qui permettent d'aller récupérer ces informations et d'identifier les différentes relations. Et puis ça me fait penser, justement, dans les types d'actionnaires qu'on a décrits, on recense aussi les fonds. Les fonds ne sont pas une entité juridique en tant que telle, mais les fonds de pension, FPSE, enfin, je ne connais pas tous les termes, mais voilà, on recense aussi ça. Donc, c'est-à-dire qu'une société qui peut détenir des fonds, qui eux-mêmes vont détenir d'autres entreprises, voilà, on va aussi pouvoir remonter dans une logique plutôt d'investissement en l'occurrence, aux propriétaires du fonds, ou je ne sais pas si on dit propriétaire, détenteur du fonds. C'est celui qui gère le fonds, en effet. Ouais. Et on va pouvoir, qui n'est pas forcément un lien capitalistique, la société qui gère le fonds n'a pas de lien capitalistique avec le fonds, mais on aura ce lien, qu'on appelle nous un lien de tutelle, un lien de métier, pardon, un lien métier qui va permettre de pouvoir identifier cette relation. Alors du coup, on a une autre question de Oussama Assaber. Dans un contexte B2B, pour qu'un prestataire de service puisse se faire connaître par un grand groupe, faut-il démarcher en priorité le service achat? J'ai envie de dire ça dépend, puisque l'acheteur sera un moment dans la boucle, surtout dans un grand groupe. Après, l'acheteur va être celui qui décide ou qui signe, mais il faudra d'abord convaincre l'utilisateur final. Donc oui, forcément, l'acheteur sera une cible prioritaire, mais pas que. Là, si on est vraiment dans une logique de prospection, il va falloir déjà essayer de trouver le bon interlocuteur final, l'utilisateur final de votre solution. L'acheteur interviendra. Souvent, l'acheteur intervient soit de lui-même, c'est-à-dire que lui, il va avoir un contrat de prestation et il va interroger. Après, si vous êtes plutôt dans une démarche de prospection directe, il vaut mieux aller essayer de chercher l'utilisateur, alors soit à travers LinkedIn, soit à travers des campagnes de prospection qui peuvent être mail ou téléphone. Une autre question, pourquoi avoir choisi de présenter les liens de l'État français? Est-ce une demande récurrente? Alors oui, c'est une demande en fait souvent de l'indépendance sur les groupes et de connaître dessus. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi en termes de connaissances générales. Il nous semble important de voir aussi l'influence
que peut avoir l'État français, qui est quand même très présent dans l'économie française à différents niveaux et qui a donc aussi, via sa stratégie derrière, peut des fois influencer des relations que l'on peut avoir et en particulier va influencer aussi, par exemple, sur la façon de rentrer en relation ou de commercer en B2B, avec des appels d'offres qui vont être très normés et qui est intéressant d'avoir toute cette notion-là avant de pouvoir prospecter parce que ce n'est pas forcément les mêmes façons de faire que avec des entreprises qui ne sont pas, qui n'ont pas la même, qui ne sont pas détenues et contrôlées surtout par l'État français. Une autre question, dans le cadre de démarche de prospection pour une banque, quelles sont les data clés que vous restitueriez? En fait, ça va dépendre, puisque souvent les banques en plus sont organisées par marché. Et déjà, une des premières data, ça va être par exemple la notion d'indépendance. Puisque souvent, il va y avoir un service dédié aux grands comptes, un service dédié aux petites entreprises, et on a eu le cas justement d'essayer d'identifier les PME, mais les PME indépendantes, puisqu'évidemment une PME qui appartient à Vinci n'a pas le même... voilà, on ne va pas l'approcher de la même manière qu'une PME vraiment indépendante. Donc ça va dépendre, parce que ça peut dépendre aussi des services proposés. C'est-à-dire que si on est dans une démarche de prospection pour la vente d'un service particulier, là, on va se dire, OK, prenons par exemple le segment des PME indépendantes, mais c'est pour tel produit. Et ben, on va combiner ce... ok, donc j'étais en train de parler pour un autre sujet. Une banque qui veut adresser les grands groupes. Mais ça va être un peu pareil, quel est l'angle du produit. Le patrimoine foncier, c'est pour un fournisseur d'énergie. Donc on s'est dit, OK, je ne sais pas, pour une banque ou un service d'assurance, on va utiliser par exemple, pourquoi pas le patrimoine foncier, pourquoi pas la notion de risque. On va essayer d'identifier dans un groupe, par exemple, un groupe qui peut avoir plein de filiales et, je ne sais pas, 50% de ces filiales sont toutes situées dans des zones à risque. Pour une banque, l'idée, ça va être, en fonction d'un produit, par exemple, d'assurance, d'aller démarcher la tête de groupe, celle qu'on a vue, par exemple, dans le message disant, attention, on sait que dans votre groupe, vous avez tant d'entreprises qui sont dans telle zone à risque. Voilà. Donc, en fait, chaque un peu démarche de prospection va vraiment dépendre du produit et du moment. Donc, on va, nous, essayer de combiner des datas en fonction de ça, en fait, de cette démarche-là. Et déjà fournir, dans un premier temps, l'ensemble de ces filiales avec bien sûr le chemin, donc le maillage qu'il y a entre la tête de groupe et la filiale, qui permet de savoir à quel niveau finalement elle est positionnée et qui permet donc de pouvoir aussi avoir le potentiel derrière, qui permet aussi, et on l'a fait pour une des grandes banques françaises, de pouvoir réorganiser sa force commerciale. Ils souhaitaient analyser mieux le marché français et pour pouvoir organiser leur force commerciale en adéquation. Et là, donc, on a finalement classifié l'ensemble des groupes, des groupes concernant des petites entreprises, moyennes entreprises, des ETI, des grandes entreprises, et qui a permis de pouvoir leur fournir l'ensemble des informations nécessaires et du maillage qui leur a permis de réorganiser leur force commerciale pour pouvoir être plus efficients dans leur démarche commerciale et leur attaque des différentes entreprises et des différents groupes. Alors pour l'instant, pas d'autres questions, mais on a encore un petit peu de temps si vous le souhaitez. De toute façon, ce que je disais tout à l'heure, vous recevrez un petit mail de remerciement avec la présentation, et puis vous retrouvez d'ici quelques jours l'enregistrement du webinaire sur le site. Donc on va attendre encore un petit peu, mais sinon... En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets, des sujets. On peut réfléchir avec vous, étudier le potentiel, voir comment on peut vous accompagner sur vos différents enjeux. Nous avons des équipes pour cela qui sont compétentes, et la particularité de notre direction, de ma direction, la Data Marketing Service, c'est que j'ai au sein de la même direction
des consultants avant-vente jusqu'à des personnes qui vont produire la donnée. Donc, ça nous permet d'avoir une réactivité, de répondre rapidement à vos besoins, de faire des POC qui permet de valider avant de vous mettre en place une solution. Une solution qui peut être soit via l'alimentation de fichiers, mais également la mise en place de solutions de BI, de Business Intelligence, permettant de pouvoir vraiment mieux visualiser finalement ces différents groupes et comment ils se constituent et de pouvoir naviguer finalement au sein des données, vous permettant de pouvoir mieux analyser votre marché et finalement mieux organiser, donner les meilleurs éléments pour pouvoir être plus efficace dans votre démarche commerciale. Très bien, écoute, on n'a pas eu de Merci questions. pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes à votre disposition. Merci et puis bonne journée. Merci, et à bientôt. bonne journée. Au revoir. Au revoir.